Bonsoir. 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 On peut avoir des spectateurs qui ne sont pas de Juvigny. Je m'appelle Denis Maire, je suis maire de Juvigny. Je suis entouré par Catherine Frézeau, première adjointe. Bonsoir. Et par Pascal Vulot, membre du conseil municipal et élu depuis mars dernier. Bonsoir. Voilà, nous aurions bien sûr aimé faire cette réunion publique en présentiel, mais vous comprenez bien que par les temps qui courent, eh bien voilà, nous sommes contraints, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, d'utiliser le net. Et donc nous allons essayer de vous présenter les origines et les enjeux du projet, de décrire le contenu dans toutes ses dimensions et de faire un point de situation aujourd'hui. Ce projet, La Savoie, qui est un projet urbain, ne date évidemment pas d'aujourd'hui et il est mûri depuis très longtemps. Et ça fait au moins 3 mandats et 3 équipes municipales différentes qui le travaillent. Ça a commencé même avant 2010, puisque à l'origine, Georges Deléaval, qui était maire de Juvigny, avait estimé qu'il fallait commencer par aménager la place du village. Et de fait, il y avait eu des travaux importants qui avaient été faits autour de l'église pour que Juvigny ait une place digne de ce nom. Par la suite, la SA Mont-Blanc, bailleur social, donc s'est rendu propriétaire d'environ 4000 mètres carrés sur le tènement de la Savoie. Suite à cela, et dans l'idée de construire un véritable cœur de village, il fallait évidemment adosser à ce village une certaine croissance d'un quartier, une croissance de population, et a été lancée une approche environnementale de l'urbanisme, qui est un dispositif pour essayer de réfléchir et de se projeter, qui est un dispositif prospectif. Ensuite, nous avions lancé évidemment la révision du PLU, et dans le même temps, nous avons pu nous rendre propriétaires de la parcelle qui restait dans le tènement La Savoie par l'intermédiaire de l'EPF, l'établissement public foncier. Dès lors où nous avons pu maîtriser le foncier, nous avons lancé un appel à projet et construit un cahier des charges qui accompagnait cet appel à projet. Nous avons eu environ 19 candidats intéressés. Nous en avons choisi 4. Et ces 4 étaient chargés de construire à la fois un projet d'aménagement urbain et un projet architectural et de concourir donc sur esquisse pour nous proposer une croissance du village. Nous avons évidemment choisi celui que vous connaissez aujourd'hui, donc IMAPRIM, SA Mont-Blanc et le cabinet Arcane, parmi les 4 projets présentés, et ça les a autorisés évidemment à déposer un permis de construire qui a été validé en 2018. Et suite à ce permis de construire, chacun sait que voilà, il y a un contentieux devant le tribunal administratif et qu'aujourd'hui, nous attendons une décision du tribunal administratif après un arrêté suspensif et après dépôt d'un permis modificatif il y a une quinzaine de jours. Donc voilà où on en est. Quant aux motivations, on va revenir sur les motivations qui nous ont conduits à construire ce projet urbain et ce projet de développement du village. Donc voilà, la Savoie. Eh bien, la Savoie, pour nous, c'est un projet d'aménagement global de notre commune. Cela peut vous sembler paradoxal, pourtant ce projet nous permet, tout en augmentant notre nombre d'habitants, de préserver le foncier de notre commune en maintenant les espaces agricoles et les espaces naturels auxquels nous sommes tous très attachés. Nous évitons ainsi un étalement urbain trop consommateur d'espace
et nous privilégions un mode de développement soucieux de préserver les qualités paysagères de la commune. Qualités paysagères auxquelles le conseil municipal attache une attention toute particulière. En effet, dès que nous en avons l'occasion, la commune rachète toutes les parcelles de forêt qui sont mises en vente. Nous avons également sur la commune une activité agricole qui doit continuer à disposer d'une surface suffisante d'exploitation pour vivre. D'où l'intérêt de centraliser sur la Savoie l'augmentation du nombre de nos habitants. Ce nouveau quartier permettra également de rallier par la Savoie le chef-lieu à nos bâtiments publics, la mairie, l'école, et d'en faire ainsi un vrai cœur de village que nous n'avons pas aujourd'hui. Ces arguments, vous pouvez les vérifier en venant nous voir en mairie. Vous pourrez y voir le plan de zonage de notre PLU et voir combien nous essayons au maximum de préserver nos espaces naturels et nos espaces agricoles. La situation démographique de notre village. Nous sommes à ce jour 639 habitants. Nous sommes la seule commune de l'agglomération dont le nombre stagne. Nous sommes, du fait de cette stagnation, notre population vieillit. À ce jour, 29% de nos habitants ont plus de 60 ans. Juvigny s'est développé moins rapidement que les autres communes, probablement du fait de ce projet d'autoroute des années 90 qui a nettement freiné à l'époque les transactions immobilières. Nous n'avons donc pas une démographie suffisante pour faire vivre notre village. Il nous faut une vie sociale. Nos associations, Juvigny en Fête, la bibliothèque, peinent à trouver la relève. La chorale, à travers champs, quant à elle, se porte plutôt bien, puisque ses adhérents viennent des communes voisines, voire même beaucoup plus lointaines. Il nous faut donc créer, par cette augmentation de population, du lien entre les habitants. Sinon, nous deviendrons un village dortoir, ce que nous ne souhaitons pas. Cela passe donc par une démographie plus importante, tout en restant à l'échelle du territoire de notre commune. Donc les conséquences de cette démographie, évidemment, se font ressentir sur les effectifs de notre école. Mais je laisse la parole à Pascal Vulot. Effectivement, la conséquence de cette démographie se démontre avec la baisse constante des effectifs de l'école depuis 2014. Et à ce jour, notre école est grandement menacée car il y a risque de fermeture d'une classe et peut-être à court terme la fermeture de l'école complète. Vous pouvez voir le graphique. Ce graphique démontre bien que, par exemple, en 2014, nous avions encore 46 élèves dans l'école de Juvigny. Cette année scolaire 2020-2021, nous n'en avons plus que 30. Et pour la prochaine rentrée de septembre, eh bien, il n'y aura que 23 élèves. Et pour avoir ces 23 élèves, on a la chance d'avoir 8 élèves qui vont arriver d'écoles extérieures. D'où l'urgence d'avoir des élèves de notre village pour augmenter la capacité de notre école et puis surtout conserver cette école. Il faut bien savoir qu'avec des effectifs trop faibles, on va avoir une ou deux classes multiniveaux qui vont être aussi menacées. Bien évidemment, c'est la cantine aussi qui risque d'être menacée. Et puis la qualité du service scolaire périscolaire pour nos enfants qui deviendra impossible à maintenir en l'état actuel. Il est bien évident qu'il faut qu'il y ait des habitants pour maintenir l'école d'une commune et il faut bien se rappeler que le premier service public, c'est le premier service public de la commune, c'est bien évidemment une école. L'école est aussi une source importante d'animation, de manifestations, d'activités associatives qui, si nous n'avons plus d'école,
toutes ces manifestations et associations vont disparaître. Je vous rappelle, avec ces quelques jolies photos à l'appui, le sous des écoles, les sorties scolaires et pédagogiques, notre carnaval, auquel tout le monde tient beaucoup, les manifestations des élèves autour de la mémoire et la rencontre avec nos aînés. Il faut bien savoir aussi que s'il n'y a plus d'école dans un village, il n'y a plus aucun lien entre les habitants. Et c'est en pérennisant et en développant cette école que nous répondrons aux aspirations d'une vie de village afin de ne pas être un village dortoir. En ce qui concerne l'autonomie de gestion et la maîtrise de notre territoire, eh bien, l'augmentation de notre population, c'est aussi avoir un nombre d'habitants suffisant pour pouvoir accéder à une meilleure qualité de nos services publics, une salle communale digne de ce nom qui, bien évidemment, est à disposition de tous, pouvoir également créer et regrouper des installations associatives et sportives, et puis enfin que nos enfants aient une vraie cantine pour eux. Juvigny a la particularité d'être la plus petite commune de notre agglomération et il convient de ce fait d'observer la fragilité du territoire rural qui a été bien morcelé par la construction de villas dans les années 80-90. Il faut savoir que déjà à cette époque, Juvigny a tout de même vu déjà sa population doubler. Et il faut reconnaître que cette croissance a tout de même favorisé le renouvellement démographique et puis renforcé le dynamisme de la vie de notre village. Ce projet global, ce projet de la Savoie est un projet global qui va nous permettre d'avoir les moyens de préserver notre autonomie de fonctionnement, de maîtriser bien entendu notre territoire et de conserver la qualité de nos aménagements de voirie et des équipements et divers services. Exemple, ce projet de la Savoie nous permet de penser à l'agrandissement de notre école, de notre salle communale ainsi que de la cantine. Compte tenu de l'espace de son territoire, la population de Juvigny n'a absolument pas vocation de doubler ou de tripler. Mais nous sommes en recherche d'équilibre entre préserver et accueillir, entre se développer et maîtriser la qualité de notre espace. Alors venons-en au contenu du projet. Vous l'avez compris, ce projet, il prend naissance dans une réflexion sur le long terme, qui est une réflexion qui tend à rechercher des équilibres. Il tend à rechercher des équilibres, et le premier des équilibres, c'est évidemment l'accueil, comme on vous l'a dit, et une offre en logement qui soit diversifiée. Pour rétablir ces équilibres démographiques dont on vous a parlé longuement, il nous faut diversifier l'offre de logement et satisfaire des besoins qui, dans notre région, dans notre agglo, ne sont pas satisfaits et qui ne sont pas satisfaits non plus dans notre village. C'est pourquoi ce projet comporte un certain nombre, dans son cahier des charges en tout cas, un certain nombre d'objectifs, notamment de rétablir ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'est tout au long de la vie d'un homme, d'une famille, les différents besoins qui peuvent être offerts en termes de logement. Lorsque vous sortez de l'école, eh bien, vous avez besoin d'un petit logement, d'un studio. C'est vrai qu'il y a peu d'offres à Juvigny. Vous vous mettez en couple, vous avez besoin donc d'un T2. Vous fondez une famille, et bien ma foi, vous avez besoin d'un logement familial. Et puis, évidemment, lorsque vient la vieillesse, eh bien, vous avez besoin d'un logement quelquefois un peu plus petit. Ça s'appelle le parcours résidentiel. Et sur Juvigny, évidemment, il n'existe pas puisque le logement est strictement
individuelle, ce qui explique notre problème de vieillissement. Et donc, ce projet vient rétablir les équilibres parce qu'il permet évidemment d'équilibrer aussi par la mixité, c'est-à-dire que tout le monde a droit à un logement dans notre région, pas uniquement ceux qui ont une paye ou deux payes suisses, mais également ceux qui travaillent tout près de chez nous, dans la zone d'activité, qui travaillent autour de nous, qui sont artisans, qui travaillent dans les commerces autour de nous. Ceux-là, ils ont toutes les peines du monde à se loger. Donc, nous avons la volonté de rétablir cette mixité et donc on a un éventail d'offres qui est le plus large possible et qui va à la fois du locatif social, en passant par l'accession sociale à la propriété, en passant par le logement abordable et évidemment le marché libre pour tout le monde. Vous voyez afficher les pourcentages et de même, nous souhaitons évidemment orienter la granulométrie de ces logements vers la possibilité d'accueillir des familles. Et on voit qu'entre les T3 et jusqu'au T5, eh bien, c'est une offre majoritaire, car comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on accueille des primo-accédants, des jeunes couples et des familles, qui nous permettront donc de rétablir les équilibres dont nous parlions tout à l'heure. Et d'offrir effectivement cette vraie mixité, qui est une chose dans laquelle on s'est engagé, puisque nous avons signé le plan local de l'habitat de notre agglomération, et puis parce que nous nous inscrivons justement dans un projet de territoire qui concerne Juvigny et qui ancre Juvigny dans son territoire sur des objectifs qui sont des vrais objectifs que tout élu devrait partager. Il nous faudra créer du lien entre les habitants. Un des éléments qui nous a fait choisir ce projet, c'est la qualité des aménagements de l'espace public. Il y aura des cheminements piétonniers pour permettre de faire du lien entre les quartiers, des jardins partagés, des aires de jeu pour les enfants de tout le village, tout cela dans une ambiance paysagère avec des espaces et du mobilier public propices à des rencontres entre les habitants de toute la commune. Ce sera un quartier ouvert et non pas un lotissement refermé sur lui-même. Nous avons prévu d'ailleurs l'achat d'un local d'une centaine de mètres carrés pour apporter du service à nos habitants. Nous y voyons peut-être la bibliothèque, qui n'est plus aux normes pour l'accessibilité aux personnes PMR, peut-être aussi des services à la personne, pourquoi pas l'installation d'une profession libérale, tout ça restera à définir. C'est un projet d'urbanisme, mais c'est aussi notre projet politique, tel que nous vous l'avons présenté lorsque nous sommes venus devant vous pour les élections municipales du mois de mars. Nous avons en même temps veillé à ne pas grever le budget de la commune, en faisant financer l'espace public par le promoteur et par le bailleur, pour environ 1,2 million d'euros. L'opération de la Savoie, concernant l'accessibilité et nos déplacements, eh bien, l'opération de la Savoie vient constituer une nouvelle extension du village, intégrant la construction d'immeubles avec l'aménagement d'espaces publics et paysagers ouverts à tous, ainsi que des jardins partagés. Il y aura une large partie de garages qui vont être en sous-sol, ceci pour une bien meilleure qualité d'intégration. Il faut savoir que sur 200 places, il va y en avoir 123 en sous-sol, le reste en surface, sous forme de voies privées ou publiques. Des places de visiteurs sont bien évidemment également prévues. Garages à vélo et les communs sont intégrés bien évidemment au bâtiment. Sachez que les piétons et les cyclistes pourront sans aucun danger, bien sûr,
se rendent de l'église jusqu'à l'école. La voirie qui sera partagée avec un accès dédié aux usagers sera aménagée afin qu'elle ne soit pas une voie de contournement du chef-lieu, et pour cela, les accès seront relativement restreints, à savoir la voirie débouche directement sur la rue du cimetière et un plan surélevé est prévu afin de dissuader la conduite excessive, voire dangereuse. Voilà, nous vous avons présenté quelques éléments du dossier La Savoie, évidemment. Tout n'est pas présenté dans le détail, mais en quelque sorte le fondement de ce projet, son origine, son fondement politique, je dois dire, que nous avons porté depuis de très longues années, est bien là. Et quand on se réfère à l'histoire longue du village, parce qu'on a toujours tendance à être dans le présentiel et à voir non pas l'avenir, mais notre petit cercle autour de nous, et ne pas se projeter plus loin que quelques années, eh bien, quand on regarde derrière soi, on voit que l'histoire de Juvigny, eh bien, elle est faite aussi de quelques gestes qui sont un peu audacieux et un peu de maîtrise. Pourquoi ? Parce que c'est une commune qui a toujours voulu exister. Et je pense à un ancien maire de Juvigny qui était allé chercher l'entreprise Terraillon à l'époque, quand il n'y avait que des bois dans la ZAE du Mont-Blanc que vous connaissez aujourd'hui, hein, et qui a permis à la commune d'exister, sans quoi elle disparaissait. Et je suis d'accord que l'on n'est pas tout à fait dans la même situation, mais malgré tout, ça y ressemble fortement. Et l'histoire de Juvigny, on vous l'a dit tout à l'heure en décrivant son itinéraire démographique, elle se décline en deux temps. Hein. Ce premier temps, ça a été une croissance importante avec l'accueil de nouvelles populations, donc à l'articulation des années 70 et 80, et avec une croissance extrêmement importante, 156% en à peine 10 ans à l'époque. Et ça s'est traduit par l'étalement urbain, puisque à l'époque, eh bien, les partis pris d'aménagement privilégiaient cette forme d'habitat du territoire. Aujourd'hui, eh bien, c'est le deuxième temps, c'est la stagnation de notre village, avec le vieillissement de la population et avec la fermeture complète du parcours résidentiel qu'on vous a décrit tout à l'heure. Et pour cela, eh bien, il faut que l'on mette en place cette opération d'urbanisme de la Savoie. Et c'est une question quasi existentielle pour le village. Et donc, évidemment, nous n'avons pas décrit très précisément le projet tel qu'il est aujourd'hui dessiné, évidemment, dans le permis de construire, mais nous avons largement ouvert la mairie et nous sommes prêts encore à accueillir tous ceux qui voudront voir en quoi consiste ce projet de la Savoie, et que l'ensemble de l'équipe municipale reste complètement disponible pour accueillir tous ceux qui veulent venir constater, donc sur plan et sur papier. Et croyez bien que notre volonté, c'est une volonté de maîtrise. Et je pense que peu de communes et peu d'élus l'ont fait à la hauteur de ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque nous essayons de maîtriser le foncier, nous accompagnons ce projet d'un projet développement durable. Ce n'est pas un éco-parc quartier pour rien, c'est-à-dire qu'on va, si bien évidemment il se réalise, faire un micro-réseau de chauffage urbain. Et nous avons déjà pratiquement choisi notre délégataire de service public qui va vendre la chaleur à ce nouveau quartier. Nous allons, parallèlement à cela, parce que gouverner c'est prévoir, développer des services, des équipements publics, donc près de la mairie. Nous allons pouvoir faire une classe supplémentaire
pour accueillir les maternelles et accueillir les nouveaux élèves qui vont donc immanquablement arriver avec le projet La Savoie. Et nous allons évidemment créer de l'espace public en faisant une nouvelle salle polyvalente et une cantine et un accueil des enfants qui soient aux normes. Et donc, on cherche à maîtriser tout ça, du début à la fin, et on cherche, bien évidemment, contrairement à ce que l'on peut dire, à préserver, comme on vous l'a dit, et cet acte de maîtrise, eh bien, il s'accompagne d'un projet qui semble, aujourd'hui à certains, disproportionné, mais qui est dans la maille pour pouvoir accéder au cahier des charges que l'on avait construit pour ce projet, c'est-à-dire différents types de logements, c'est-à-dire une capacité financière et une masse critique pour que notre village reste autonome. Et donc, ce projet, comme je l'ai dit, c'est un projet d'avenir et c'est un projet qui se fera, je l'espère, sans quoi, contrairement à ce que l'on dit aussi, sans quoi l'existence même et l'autonomie de notre village pourraient être menacées. Donc, on arrive à la fin de cette présentation et je vais laisser la place aux questions. Hein. Et donc, ces questions, on est prêt à y répondre. On est prêt à y répondre. Et elles nous arrivent par chat. Alors, j'ai une première question qui apparaît à l'écran. Excusez-moi, je ne sais pas si elle apparaît pour tout le monde. Et donc, je vais vous la lire. Tout le monde est d'accord pour admettre le développement du village, mais devons-nous en arriver au même point que les communes avoisinantes, au point de ne plus pouvoir maîtriser le développement de notre urbanisation? Alors, c'est une bonne question et honnêtement, on a essayé d'y répondre déjà dans une partie de notre exposé. Et on a donc dit qu'on avait essayé dans notre PLU, la dernière révision du PLU, de protéger particulièrement les espaces agricoles et les espaces naturels. Il y a eu, et c'était pas très agréable d'ailleurs à réaliser, un nombre important de surfaces à construire qui ont disparu. Et comme nous le demande d'ailleurs l'État et les différentes réglementations, nous avons construit un certain nombre d'orientations d'aménagement pour permettre la densification et pour permettre le projet cœur de village que nous portons depuis longtemps. À savoir, regardez ce qui s'est passé dans les autres communes. Donc, vous avez vu que Juvigny a stagné. Pendant le même temps, dans les autres communes, et surtout dans les communes plus ou moins rurales, on avait une croissance démographique qui galopait. 4,5% par an dans une commune voisine que vous connaissez bien. Et ces 4,5%, c'est parmi les taux de croissance les plus élevés d'Europe. Et ça a conduit effectivement à des constructions, beaucoup de constructions, et quelquefois à des emplacements, à un développement qui n'était pas maîtrisé, qui ne s'accompagnait pas d'un certain nombre d'aménités que l'on doit aux habitants qui arrivent, c'est-à-dire de l'espace, c'est-à-dire des équipements publics, comme on essaye d'y penser aujourd'hui. Et seul exemple, imaginons que l'on n'ait pas maîtrisé la situation, donc peut-être aurait-on donné quelques permis de construire à quelques collectifs, la SA Mont-Blanc, puisqu'elle était propriétaire, avec aucun espace autour pour que les enfants puissent s'amuser, avec aucun parking en sous-sol. Quelle aurait été la qualité du village? Regardez ce qui s'est passé autour de vous. Regardez ce qui s'est passé autour de vous et regardez comment on essaye de prendre les choses à Juvigny.
Ah, une autre question. Est-ce que le conseil municipal aura un regard sur la sélection des candidats à la location et à l'achat? Alors, on nous a souvent reproché, les élus en général, hein, quand on donnait des permis de construire, de dire bah oui, mais ça va tout à ceux qui ont les moyens, hein, parce que c'est du logement libre, qui c'est très cher, et voilà. Et donc, évidemment, on a essayé d'avoir cette offre que je vous ai décrite tout à l'heure et d'avoir cette mixité. Alors, il y a un certain nombre là-dedans de logements qui dépendront du logement social, dans lequel les communes ont ce qu'on appelle un contingent. Ce contingent, qui est équivalent à peu près à la moitié des logements, ça ne veut pas dire que le maire aura de manière discrétionnaire la possibilité de mettre un tel ou un tel dans ces logements, mais le conseil municipal aura la possibilité de choisir entre plusieurs locataires. C'est un processus de choix qui est objectivé par des critères, hein. Il y a des plafonds de revenus, c'est le logement social, mais dans ce logement social, il y a des candidats, et parmi ces candidats, pour au moins 50% des logements, la commune aura la main sur le contingent. Sur le logement, l'accession sociale à la propriété, et sur le logement abordable, on est donc dans de l'accession et dans de la propriété. Et là, on ne peut pas choisir, évidemment, parce que ce serait discrétionnaire, mais par contre, c'est réservé à un certain public, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est réservé à des primo-accédants, donc des jeunes, avec un plafond de revenus aussi, qui leur permet d'accéder à la propriété. Et sur le logement abordable, donc qui est effectivement quelque chose qui est produit par le promoteur, donc c'est de la même manière un cahier des charges qui oblige en quelque sorte à choisir plutôt des primo-accédants et plutôt des jeunes qui travaillent sur l'agglomération et qui travaillent en proximité. Donc voilà, on se donne quand même les moyens, non pas d'avoir un choix à la tête du client, si j'ose dire, parce que ça, c'est pas permis par la loi, mais d'avoir en quelque sorte, malgré tout, une possibilité d'orienter ces logements. Alors, comment le projet initial avec des immeubles à 2 niveaux en terrasse avec toiture végétalisée intégrée dans l'environnement rural s'est-il transformé en immeuble avec une route qui traverse les habitations? Alors, effectivement, nous avons un très gros problème et je pense que, allez, il y a peut-être, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais peut-être voilà, que ça a été mal compris. Peut-être également que c'est utilisé pour, on va dire, mettre un peu de confusion dans tout ça, mais le projet n'a jamais existé tel qu'il est décrit aujourd'hui. Par contre, dans le processus que je vous ai décrit en début de réunion, un processus qui a été très long, nous avions lancé une approche environnementale de l'urbanisme, qui était en fait un moyen pour circonscrire le périmètre et pour dire, dans ce périmètre, on ne fait rien tant qu'on n'a pas réfléchi à quelque chose. Et l'approche environnementale de l'urbanisme, c'était une réflexion prospective sur ce qui pourrait se passer sur le périmètre de la Savoie. Et à l'époque, ça avait donné lieu à une réunion publique dans laquelle, effectivement, c'était le cabinet Bernard Lemaire, un urbaniste très talentueux, qui était intervenu et qui nous avait donné des pistes de réflexion sur ce qu'aurait pu devenir la Savoie. Et dans ces pistes de réflexion, il nous avait fait quelques dessins, mais il avait fait des dessins d'urbanistes et non pas des dessins d'architectes. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça n'était pas un projet, ça n'était que des esquisses et des idées. Alors je regrette que certains aient compris que ça a été un projet. Alors évidemment, aujourd'hui, on privilégie quelquefois les toitures végétalisées, quelquefois les
toit terrasse. Et dans les 4 projets dont je vous parlais, qui sont vraiment des projets que l'on a pu choisir, on a justement écarté les projets en toit terrasse, car ils ne nous semblaient pas correspondre à une greffe sur le cœur de village, car le parti pris architectural nous semblait trop contemporain et trop susceptible de vieillir très vite, et que même si l'ambition aujourd'hui architecturale du projet, vous avez pu le voir sur les photos, est quand même tout à fait honorable, évidemment, il n'y a pas de geste architectural très, très contemporain, etc. Mais par contre, je pense que c'est un quartier qui va bien vieillir. On a choisi aussi la tuile, parce que la tuile, eh bien, c'est la marque aussi du village. Et donc, c'est un parti pris, et c'est l'ensemble du conseil municipal qui s'est prononcé sur ce projet et qui a fait ses choix. Alors, n'est-on pas en train de confondre un village et un quartier de ville? Vous savez, Alphonse Allais disait « il faut faire les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur ». Donc, je ne reprendrai pas Alphonse Allais. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on essaye de faire la campagne à la ville aussi, parce qu'on a trop minéralisé les villes, effectivement. Et puis, on essaye de savoir comment demain, on va pouvoir répartir la population dans notre territoire. Et comment on va faire? On vous a parlé tout à l'heure de la vie sociale, hein, c'est-à-dire qu'il faut être quand même quelques-uns pour pouvoir construire cette vie sociale. Et le mode d'habitat que l'on peut avoir dans un village. Vous savez, quand on regarde l'histoire longue, et voilà, moi je suis un habitant de longue date, ma famille est là depuis, je crois, les années 1700, sur ce village. Il y a eu toute une période où les habitations et les familles étaient en quelque sorte extrêmement groupées. Et on a eu une période, on l'a décrite tout à l'heure, où on était dans l'étalement urbain. Alors, l'étalement urbain, c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour l'aménagement, c'est mauvais pour tout, et dans l'ensemble des règles qui nous conduisent aujourd'hui à aménager, eh bien, on fait de la densité. Le gouvernement est même en train de sortir une loi pour dire qu'il faut 0 artificialisation nette. Comment on va faire? Eh bien, il faut essayer de diminuer la consommation de terrain par habitants supplémentaires. Et des projets comme ça, eh bien, ils sont tout indiqués pour le faire. Et puis, autre chose, aujourd'hui, évidemment, le logement individuel est encore un peu plébiscité, mais que vaut-il mieux? Est-ce qu'il faut un logement individuel sur des parcelles de plus en plus petites, avec une insertion urbaine calamiteuse, comme on peut le voir dans certains cas, ou alors une architecture pensée avec des logements que l'on a pu inscrire dans un cahier des charges qualitatif et des logements qui permettent eh bien, à des jeunes ou des moins jeunes de pouvoir vivre et de pouvoir vivre à la campagne, mais dans du collectif, ce qui se pratiquait il y a une centaine d'années. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi, alors excusez-moi, je ne vois plus, pouvez-vous expliquer pourquoi le village aurait besoin d'une telle route si ce n'est pour faire face à un afflux massif de circulation? En effet, la liaison piétonne mairie-église serait suffisante. La route n'aurait pas lieu d'être. Alors effectivement, je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a un itinéraire de réflexion derrière tout ça. Et lorsque Bernard Lemaire, dont je vous parlais tout à l'heure, a imaginé la prospective avec cette approche environnementale de l'urbanisme, il nous a dit qu'il faut faire un écoquartier. Un écoquartier, c'est un quartier dans lequel on ne pénètre pas en voiture, ou du moins qu'on essaye de limiter la place de la voiture. Donc, l'idée première, et qu'on avait inscrite dans notre cahier des charges, était effectivement de ne pas faire une route traversante du quartier, et de faire 2 accès, un pour ceux qui connaissent du côté de la route de la Savoie, et un, évidemment pour ceux qui connaissent, du côté de la route du Sorbier.
et donc de ne pas être traversant. Or, nous avons réalisé, dans le même temps qu'on construisait notre cahier des charges du projet, une étude de circulation globale sur la commune, étude qui s'est traduite après par différents aménagements pour essayer de contrôler un peu mieux la circulation, et qui s'est traduite par un focus sur le quartier La Savoie. Et on a constaté que le parti pris de ne pas traverser le quartier aurait augmenté fortement le passage par le centre du village, qui aujourd'hui est volontairement un passage extrêmement restreint, parce qu'on n'a pas vocation à devenir un lieu de passage, même si on a un problème actuellement qu'on va essayer de résoudre. Et donc, l'idée était effectivement de permettre une diffusion la plus cohérente possible des usagers et des habitants de ce nouveau quartier, mais aussi des autres habitants. Et la solution de la voie traversante avec tout ce qu'il faut pour ne pas en faire un shunt a été choisie. Et on a encore cette étude, hein, on peut en parler, mais je pense que c'est la meilleure solution et que le contraire aurait été une solution catastrophique. Et après, libre à chacun, effectivement, de ne pas prendre sa voiture pour faire un petit déplacement. Et là, on fait un vrai quartier près des équipements publics, on pourra y aller à pied. On a en projet un mode doux, c'est-à-dire un vrai cheminement piéton et un vrai cheminement vélo pour aller du chef-lieu jusqu'au site Altea. Et ça, on le réalisera, mais pas tout de suite, hein, mais on le réalisera. Et on va avoir la Via Rona qui va passer à l'intérieur sur la route de Paconninge. Et grâce à cela, et grâce aux équipements de la Via Rona, on pourra, habitants de Juvigny, aller facilement en vélo et de manière sécurisée à Ville-Lagrand et à Annemasse. Donc voilà aussi les projets d'aménagement qui s'inscrivent dans le grand territoire. Alors, si aujourd'hui on admet cette hauteur de bâtiment, demain les promoteurs s'intégreront pour reprendre le PLU à l'environnement existant, soit des bâtiments de 15,60 m. Alors, c'est une bonne question. En fait, permettre une densité et une hauteur à un endroit n'incite pas à la permettre à un autre endroit. Lorsque l'on a pu donc réviser le PLU, alors voilà, hein, avec tout aussi les... tout ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'élus, quand on révise un PLU, Dieu sait si c'est compliqué et si c'est difficile, avec toutes les erreurs que l'on peut faire, la volonté, elle est inscrite dans ce qui s'appelle le PADD du PLU, c'est-à-dire le plan d'aménagement et de développement durable, et ça, c'est les volontés politiques donc, que l'on a inscrites là-dedans. Et dans ces volontés politiques, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la volonté de créer un cœur de village, mais il y a aussi la volonté de préserver le reste. Et préserver le reste, ça veut dire qu'il faut que les autres hameaux et quartiers du village puissent avoir, en quelque sorte, un développement qui correspond à leur position dans le village. On fait un cœur de village et ailleurs, on fait une densité maîtrisée. Et c'est pas facile. Mais lorsque l'on regarde le règlement du PLU, aujourd'hui, on a effectivement une orientation d'aménagement sur le quartier La Savoie qui est particulière et singulière. On a d'autres orientations d'aménagement ou d'autres lieux qui concernent le village historique ou qui concernent les hameaux historiques dans lesquels on peut faire un peu de densité. Hein, parce que les maisons se touchent et parce que on peut retaper un peu l'habitat vernaculaire pour le faire évoluer et avec des hauteurs qui sont les hauteurs des anciennes fermes qui tutoient les 12-13 mètres couramment. Et il y a les zones dites de villas.
Et dans les zones dites de villa, on ne peut pas dépasser, je vous dis de tête, j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, les 10 mètres, je me tourne vers Cathy, les 10 mètres de haut. Sachant que la subtilité de la chose, c'est que nous raisonnons dans l'orientation d'aménagement la Savoie en termes de niveau. Et nous raisonnons dans les autres lieux de la commune en termes métriques, c'est-à-dire les 10 mètres. Et pourquoi on raisonne en termes de niveau? Je vais aller jusqu'au bout un peu de l'explication. C'est parce que dans ce projet d'aménagement global, on retouchait grandement le terrain et le profil du terrain. Et donc le profil du terrain étant réaménagé, c'est-à-dire il y a du déblai, il y a du remblai, ce qui nous semblait important, c'était non pas la métrique, puisque selon le code de l'urbanisme, il faut toujours qu'elle soit rapportée au terrain originel, mais plutôt les niveaux justement de hauteur des bâtiments. Comment expliquez-vous ce dérapage en hauteur d'au moins 6 mètres depuis le consensus de 2015 ? J'ai un peu de mal à répondre à la question, puisque je ne sais pas ce que c'est que le consensus de 2015. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a confusion avec les projections et la prospective qu'on a fait au début du projet, et le projet proprement dit que l'on a conduit, donc à partir du moment où on s'est rendu maître du terrain. Et donc on n'était pas dans le mode projet avant, on était dans la prospective. Donc voilà la réponse à ma question. On n'a pas du tout l'impression qu'on a dérapé ni qu'il y avait un consensus. Je vous informe aussi, et on le voyait dans la frise du début de mon intervention, que depuis les années 2010, donc il y a eu effectivement un certain nombre de réunions publiques sur l'approche environnementale de l'urbanisme, sur le PLU et sur le projet proprement dit, qui ont montré les intentions qui existaient et qui ont montré ces intentions de manière assez transparente. Alors, en ce moment, le centre du village est saturé sur la circulation tôt le matin et en fin d'après-midi. Qu'en adviendra-t-il avec plus de 150 véhicules supplémentaires? N'avez-vous pas peur d'un accident au passage à niveau? Alors, il y a plusieurs questions en une. Ces questions, elles ne sont pas toutes liées au projet. Il est vrai qu'aujourd'hui, le centre du village a vu un report de circulation depuis Ville-Lagrand, depuis Cray. Sachez que c'est absolument pas évidemment dû à quelque volonté que ce soit de la part de Juvigny. Nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions à la fois dans la discussion avec les communes voisines, mais à la fois aussi dans des mesures radicales que l'on pourrait prendre dans le village pour régler la question. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de déplacements. Il y a les déplacements, en quelque sorte, des riverains, des habitants du village. Et ce type de déplacement, c'est le quotidien. C'est ce qu'on peut faire en proximité et qui, j'espère, n'utilisera pas la voiture. C'est ce qu'on peut faire à mi-proximité, c'est-à-dire aller chercher le pain à Ville-Lagrand, voilà, et tout ça se répartit de manière plutôt harmonieuse. Et puis, nous avons la problématique du déplacement pendulaire. Et vous le savez que ce n'est pas Juvigny qui va résoudre le problème comme ça. Par contre, que l'on a su prendre des mesures qui ont permis de réduire à certains endroits fortement la problématique, et on saura prendre les mesures pour la réduire fortement
au chef-lieu. Et justement, à mon avis, il n'y a pas de lien entre une population qui va grossir, et obligatoirement, il y aura un peu plus d'habitants propriétaires d'une voiture à Juvigny, c'est une évidence. Voilà. Mais voilà, il y a déjà aussi ceux qui sont là et qui ont une voiture, hein, qui ont le droit de se déplacer. Et donc on estime, nous, qu'on doit construire un village qui est un lieu de vie, qui ne soit pas un lieu de passage. Et on fera tout pour ça, et y compris en incluant le projet de la Savoie, tel qu'on vous l'a décrit tout à l'heure, sur les notions de circulation, qu'on a pris en compte. Alors, cet appartement retiré correspond à une surface de 400 mètres carrés environ. Est-ce que les plans sont modifiés et y a-t-il un niveau en moins? Alors, pour expliquer à ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, allés dans le détail du projet et dans les tribulations qu'il a connues, aujourd'hui, nous avons déposé un permis de construire modificatif pour répondre à des objections du tribunal administratif. Et dans ce permis modificatif, il y a effectivement les évolutions qui sont contenues dans la question, là, les appartements en moins. Et nous agissons, et je dois vous le dire, dans le cadre d'un permis modificatif. C'est-à-dire que le tribunal administratif nous a mis dans un cadre restreint, c'est-à-dire nous a donné 3 mois pour réagir, et nous sommes obligés de le faire dans le cadre d'un permis modificatif, c'est-à-dire nous ne pouvons pas complètement changer le projet. De toute façon, ce n'était pas notre intention. Mais nous avons apporté quelques améliorations pour satisfaire évidemment aux remarques qui nous ont été faites, notamment sur les cônes de vue, sur le bâtiment le plus haut en termes de perception, qui a été baissé d'un étage, effectivement, mais c'est un seul bâtiment, et sur d'autres bâtiments qui ont été réduits en termes de volume. Donc je ne peux pas rentrer dans complètement les détails, hein, mais vous êtes tous capables de venir en mairie et on vous y accueillera avec plaisir pour vous montrer ce qu'il y a dans ce permis modificatif. Alors, quid des dégradations des routes? Alors oui, c'est une question qui concerne le chantier. Et c'est une bonne question parce que on s'est dit qu'il fallait qu'on aborde la problématique dès le cahier des charges du projet. Et effectivement, un chantier peut être plus ou moins impactant. Et l'intérêt, c'est, dès le cahier des charges du projet, de faire en sorte qu'il soit le moins possible impactant. Alors je ne vous dirai pas qu'un chantier, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de poussière, il n'y a pas de camion et il n'y a pas de véhicule. Ce n'est pas vrai. Il y en a. Mais par contre, s'il est bien géré, il y en a beaucoup moins. Et s'il est bien géré, les nuisances, on peut, en avertissant évidemment tous les corps de métier qui interviennent, on peut fortement les réduire. Déjà, c'est penser les remblais des blés à l'intérieur d'un chantier. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de terre qui allait être déplacée, effectivement, mais ça va rester grandement, évidemment, à part les matériaux, à l'intérieur de la parcelle. Ensuite, on va aller chercher une charte chantier propre. C'est une charte qui, aujourd'hui, est imposée par les collectivités locales lorsqu'il y a des chantiers sous sa maîtrise d'ouvrage. Et là, évidemment, on ne sera pas maître d'ouvrage, mais on a demandé, évidemment, à l'AISA Mont-Blanc et à IMAPRIM, eh bien, d'aller dans le sens de cette charte chantier propre pour éviter au maximum les nuisances. Et puis, il y a aussi un autre aspect des choses, c'est que sur des chantiers de cette ampleur, à l'origine, et là aussi c'est une donnée du problème qu'on comprend,
Parce qu'à l'origine, on avait décidé de phaser tout ça et de se dire la Savoie, ce ne sera pas sur 5 ans, ce sera sur 15 ans, en coupant en 3 le projet. Voilà. Et peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui ce débat entre nous sur ce projet s'il avait été fait comme ça. Cela dit, en faisant comme ça, il y avait un très grand problème économique de prise en charge des espaces publics, parce que payer des espaces publics pour 15 ans sans qu'ils soient encore utilisés pour un aménageur, c'est très cher. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour 15 ans, vous avez un chantier au centre du village et qui va durer 15 ans, quoi. Et donc, ça nous a convaincus qu'il fallait faire le projet dans son entièreté, tel qu'il vous est présenté ici. Pour ce qui est des routes, alors les routes, là aussi, ça se gère, les chantiers, avec un plan de circulation. Il est bien évident qu'on ne fera pas passer des camions ni sur la route de la Savoie, ni sur la route de l'Église, parce que, évidemment, l'étroitesse de la route de l'Église, d'une part, et puis, bon, elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, et puis la qualité de la route de la Savoie ne permettrait pas de supporter ces véhicules. Donc, on les fera passer ailleurs. Et la route de la Savoie, dès que le projet sera fait, eh bien, elle sera évidemment rénovée pour qu'elle soit à la hauteur. Il en ira de même pour toutes les routes qui seront périphériques au projet, puisque dans la route du Sorbier qui est sur le haut du projet, la route du Sorbier sera impactée par les réseaux, par un certain nombre d'interventions, réseaux secs, réseaux humides, et donc on va évidemment refaire ces morceaux de route lorsque les chantiers seront terminés, comme le font d'ailleurs l'ensemble des collectivités. Est-ce votre conception de la défense de la ruralité de prendre la défense du promoteur, et ceci sans aucune concertation publique? Alors, moi j'aime bien les questions qui posent une question à la fois, parce que c'est un peu compliqué de répondre à tout, et évidemment, il y a des sous-entendus dans la question. Le sous-entendu, c'est que je prends la défense d'un promoteur, et bon, ça me fait un petit peu rigoler, parce que les promoteurs, ils n'ont pas besoin de moi pour se défendre, et ceci sans concertation publique. Et donc je ne savais pas qu'il y avait des concertations publiques qui étaient destinées à voir si on devait prendre la défense ou non d'un promoteur. Excusez-moi, mais voilà comment je comprends votre question. Et puis la défense de la ruralité, c'est aussi une question à part. Alors, excusez-moi, je pourrais être assez intarissable sur la défense de la ruralité. Parce qu'il y a des termes que l'on emploie à tire-larigot et qui sont tellement polysémiques que ça devient des mots valises et qui ne représentent quelquefois plus grand-chose si on ne les redéfinit pas un jour ou l'autre. Qu'est-ce que la ruralité? Si sur le plan géographique, et vous consultez les géographes éminents, on n'est plus dans une zone rurale puisqu'on est dans une zone d'influence urbaine qui est parmi les plus importantes d'Europe, c'est-à-dire que, évidemment, avec une métropole et un centre métropolitain qui est sur le territoire suisse, puisque c'est Genève, et on est dans un bassin de population d'1 million d'habitants, hein, puisque ça va de Nyons en passant par Bellegarde jusqu'à La Roche-sur-Foron et Bonneville, et ça c'est le Grand Genève. Et ben, le Grand Genève, c'est pas loin de frôler le million d'habitants, et on n'est plus dans une zone rurale au sens géographique du terme, ni au sens sociologique du terme. Moi, j'ai vécu la ruralité dans mon enfance, quand à Juvigny, il y avait des paysans qui menaient du lait à la fruitière de Juvigny, et ces paysans étaient au nombre, dans ma petite enfance, d'une trentaine. Vous vous rendez compte? C'était une autre société, et c'était la société rurale. Aujourd'hui, on convoque la ruralité pour dire tout et n'importe quoi. Et par contre, le vrai sujet, c'est le sujet de conserver des terres, de conserver un paysage agro-naturel et de conserver de l'activité, de ressources sur ces terres, à la fois sur la forêt et à la fois sur les terres agricoles. Et ça, évidemment, la ruralité, elle est derrière nous, mais on la réinvente.
Et ce qu'on vous propose, c'est de la réinventer d'une manière différente. C'est-à-dire que les habitants qui vont venir, ils seront urbains dans leur tête, mais ils ne seront pas plus urbains que vous ne l'êtes. Et ils seront contents d'habiter à Juvigny, d'avoir un jardin et de vivre dans un village, même si ce n'est pas dans une villa. Voilà un peu la conception de la ruralité. Sur le promoteur, alors il se trouve que je suis maire de Juvigny, mais je suis aussi vice-président de l'agglo et je m'occupe des questions urbaines à l'intérieur de l'agglo. Eh bien, le promoteur, c'est un mot aussi, c'est un mot qui est fortement utilisé parce qu'il a une connotation péjorative. Alors, je ne veux pas prendre la défense des promoteurs, mais les promoteurs, ils font un métier comme tout le monde. S'il n'y avait pas de promoteurs, personne n'aurait une habitation aujourd'hui. Alors pour les villas, c'est plutôt des constructeurs que des promoteurs, mais dès qu'on fait un logement collectif ou qu'on fait un peu d'aménagement, on a affaire à des promoteurs qui sont des gens comme les autres et qui font leur métier à condition qu'on ait bien défini ce qu'on veut, tout se passe bien avec eux. Et donc, je ne les défends pas, mais par contre, nous les avons choisis, nous, en tant que conseil municipal, et on a choisi avec qui on voulait travailler. Alors, encore une question. Vous parlez d'équilibre. Pouvez-vous donner votre définition de cet équilibre alors que vous implantez 50% de plus de la population sur un centième du territoire? Je pense que cette question, là aussi, elle est double. Et il s'agit de la croissance et de la densité. Alors, on y a déjà partiellement répondu. Lors des prises de parole à la fois de Catherine et de Pascal. Cette question-là, elle est compliquée parce que la densité, elle se calcule de différentes manières. Et en plus, elle est perçue de différentes manières. Et donc, cette densité, elle est assumée aujourd'hui. Et on vous faisait une petite comparaison, c'est-à-dire que la croissance de la population qui s'est faite sur les 10 ans, comme je vous le disais, entre l'articulation des années 70-80, la croissance de la population, elle a été de 156%. Ça, vous pouvez aller sur les chiffres de l'INSEE, vous avez les chiffres. La croissance de population qui est prévue avec le projet La Savoie, c'est 36%. Non, excusez-moi, 34%. Donc, vous faites le rapport avec la population municipale d'aujourd'hui et environ, on a calculé 220 personnes en plus. Et voilà, et vous avez un rapport d'augmentation qui est de 34%, je crois. Voilà. Et puis, la densité. Mais la densité, elle est assumée et sur la commune, on vous l'a dit, on ne peut pas s'étaler sur le territoire et vouloir à la fois protéger la forêt et les espaces ouverts. Et donc, cette densité, si elle est bien construite et si elle est bien étudiée, eh bien, elle sera tout à fait acceptée par les habitants. Dernière question. Pouvez-vous expliquer pour les jardins partagés, s'il vous plaît, seront-ils sur des remblais? Alors, c'est une bonne question. Et on va essayer d'être intelligent quand même quand on fait de l'aménagement. Et vous savez, justement, dans les cahiers des charges, il y a des méthodes qui doivent être utilisées par ceux qui manipulent le terrain. Je vais m'engager dans une réponse un petit peu technique, hein, mais vous savez qu'un terrain végétal, enfin un terrain, la surface du terrain agronomique, c'est à peu près 20 à 30 cm, et après c'est le sous-sol. Et donc effectivement, le sous-sol c'est le remblai, et le terrain végétal, la terre végétale, elle est au-dessus. Quand on fait des chantiers comme ça, on décape l'ensemble de la terre végétale, on la met de côté, et évidemment, on s'en sert pour aménager, une fois qu'on a construit les bâtiments, aménager à la fois là où il y aura des jardins, là où il y aura de l'herbe, là où il y aura des arbustes, des arbres, etc.
Et donc, croyez bien que sur ce projet, on avait demandé une équipe complète. C'est-à-dire une équipe complète. Non seulement il y avait un promoteur, hein, mais en plus, il y avait donc un maître d'œuvre, un architecte, qui était le cabinet Arcane, mais il y avait aussi un paysagiste qui accompagne, et qui est toujours là, bien évidemment, et qui a fait le projet paysager, qui s'appelle De Hengs. Et puis, il y avait aussi tout un nombre important de bureaux d'études divers et variés qui sont là pour faire les calculs, à la fois des réseaux, à la fois des déblais-remblais, et à la fois de savoir comment on gère un projet comme cela. L'équipe était complète, elle est toujours complète, elle est toujours prête à travailler. Alors, voilà, on n'a pas pris d'autres questions, mais c'est assez intéressant, je veux dire, de pouvoir y répondre. Et je m'aperçois que c'est peut-être plus intéressant, effectivement, de répondre aux questions que peut-être de vous faire une présentation un peu didactique. Et bon, je suis assez content, d'ailleurs, que ça ait suscité autant de questions. Et je vous invite, hein, pour pas qu'il y ait de frustration, et je vous invite très sincèrement à ne pas hésiter à pousser la porte de la mairie et à venir soit nous solliciter pour que l'on vous montre la réalité des choses et du projet, soit nous poser des questions voilà, ou critiquer un certain nombre de choses. On est de toute façon à l'écoute. Évidemment, vous avez compris que c'est notre projet politique et qu'on y tient, mais par contre, on n'a jamais refusé d'écouter quiconque et on n'a jamais refusé non plus de rentrer en débat sur un certain nombre de choses. Moi, je vous remercie sincèrement, je remercie tous ceux qui ont suivi cette conférence. Et voilà, moi, je vous donne rendez-vous peut-être en présentiel à la mairie, peut-être également une autre fois, par cet intermédiaire, si jamais le virus voulait continuer à sévir encore longtemps, on reviendra vers vous par ce moyen-là. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie aussi Cathy et Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.